commence par une conversation. Deux artistes, Rishi Siratan et Feu Ismet Ganti, échangent une idée. Et de ce souffle naît un mouvement, celui de rassembler, de créer un espace vivant pour ceux qui façonnent l'art. L'État nous propose ce projet-là, qu'on a emballé pour la qualité des artistes qu'il a dedans. Et là, nous avons un accord que nous avons exposé les 3 ans. Mais là, nous avons une deuxième édition, que nous prenons un peu exposant de l'année dernière, nous amenons un peu de nouveau. C'est ça qui nous redonne quand on voit un monde qui a une carrière, qui peut continuer de travailler, qui peut continuer d'évoluer. Il y a un artiste, il a 30 ans, 40 ans de carrière. Contemporain est une plateforme, un battement, un lieu pour dire l'art autrement. Dans la salle du haut, Henri Coombs déploie ses formes audacieuses. Plus loin, l'ombre lumineuse de Feu Firoz Ganti. Malaramiad nous prend par la main et nous ramène au bord de l'enfance. Des petits bateaux en papier glissent sur le fil du souvenir. Un autre artiste remonte les années jusqu'aux cuisines d'antan où reposaient des primus, des bouilloires, des objets simples porteurs de mémoire. Pendant un mois, le Code Art Center devient un laboratoire d'émotions. Sur les côtes du gymnase de la promenade, les jeunes de dos ont fait forte impression en décrochant 5 des 6 titres en or mis en jeu. Seule la médaille d'or du simple garçon a échappé à Maurice. C'est du travail, nous entraînons grand ma tête en tout. Et pour ces jeunes-là, c'était le seul objectif junior de cette année. Et l'année prochaine, il y a des objectifs qui sont en train de venir. Dans les autres épreuves individuelles, les finales ont été 100% mauriciennes, preuve que le potentiel est solide. Chez les filles, Elsa Hauhong a battu sa sœur Kiara en finale du simple avant de s'imposer avec elle dans le double dames. Chez les garçons, Pranov Bogiroti et Abidullah Tagan ont décroché l'or en double messieurs, tandis que dans le double mixte, Nyane Chachangia, associé à Elsa Hauhong, a également remporté la médaille d'or. Je suis bien confiant de nous jouer et nous finissons nos tactiques en tête qui nous a fait et nous mettons en pratique pour mettre cette une bien passée pour nous. On a bien joué sinon, il m'a assez bien couvert et on est content d'avoir amené la victoire pour Maurice. Avec ce bilan, Maurice totalise 13 médailles en badminton aux Jeux de la CJSOI, confirmant une fois de plus la montée en puissance des quadricolores dans la région. Un cri de ralliement qui traduit la détermination de la jeune équipe mauricienne de boxe. Aux Jeux de la CJSEI, les 6 boxeurs engagés sont tous montés sur le podium. 3 médailles en or, 3 en bronze. Un signe que la progression est bien réelle. Satisfait, bien content. Moi, l'équipe, moi, personnellement, nous, l'équipe, il travaille, Dieu a aspiré, comme Dieu a aspiré, je travaille Dieu dans l'entraînement. Aucun moment, je ne suis pas inquiété. En moins de 60 kilos, Denzel Sibalam a battu le Comorien Ziad Mohamed. Oui. On entraîne Dieu pour me faire Hazoudi. On fait beaucoup de préparation, on entraîne beaucoup, des mois et des mois. Chez les moins de 67, Emmanuel Chéry a obtenu la médaille d'or sur tapis vert. En moins de 86 kilos, Eric Louis a pris le dessus sur le Réunionnais Mathieu Moussard. Un rêve, moi, je suis envie de combattre pour mon premier fois et que je revienne réaliser. Le bronze est revenu à Denzel Nama Sivayen, Jean-Philippe Apadou et Avril Désiré, tous 3 arrêtés en demi-finale. Avec 6 médailles dans leur bagage et l'envie de faire mieux encore, les jeunes Mauriciens quittent les Seychelles en champions. Mais surtout avec la promesse de revenir encore plus fort. Casquette visée, planche en main, les membres de la Surf Life Saving Association enchaînent les manœuvres de sauvetage. Une simulation grandeur nature pensée pour sensibiliser le grand public aux bons réflexes en cas d'urgence. Et là, nous pouvons faire un awareness à l'île Maurice pour faire du monde comprendre que la noyade, nous n'avons aucune injection contre la noyade. Nous devons prendre plus de précautions. C'est l'éducation aquatique.
qui rentrent en jeu. Le Surf Life Saving, qui est redynamisé avec nos deux partenaires, Écosilois et Agilis Innovation Limited, nous mettons une nouvelle formation pour la communauté, pour les membres, et surtout, qui besoin faire quand on trouve un problème en mer ou dans une piscine ou simplement l'environnement aquatique. Et aussi, nous avons sauveterre et formés dans différentes techniques de lifeguard, innovation, premier soin, et aussi nous pouvons introduire le fire safety pour tous nos lifeguards avec l'appui de Agilis Innovation Limited. Et quand on trouve le cas de noyade à Maurice, il est contrôlé, mais il y a alors moins point de l'île comme moi. Il y a un arrivé pour nous passer en action, pour faire toute la population comprendre qui nous besoin prendre compte nous l'environnement aquatique quand nous pratiquons une activité surtout. Nous faisons qu'on rencontre pour nous-mêmes. Quand nous prenons compte pour nous, nous sécurité en premier. Et il y a une responsabilité ça. Quand on est à la plage ou quand on est à une piscine, il y a une responsabilité qui est là. Panique, dévier aux responsabilités, l'eau, ban, sauveterre. Et on a un chiffre à communiquer par rapport à ça? Il y a environ une cinquantaine de cas de noyade. Mais quand nous disons un cas de noyade, il y a un cas qui n'est pas rapporté aussi. Il y a un cas qui est rapporté. Mais quand on nous dit dans le public, il ne fallait pas nous dire point de l'île comme ça, il y a une noyade ici. Si vous avez une noyade dans notre île, et dans la mer, toujours nous avons nagé. Nous prenons l'exemple à l'île Rodrigue. À l'île Rodrigue, il y a une discipline qui Maurice aussi nous a inculqué à la discipline là. C'est très important quand nous sommes à la plage surtout. Et une dernière petite question, donc toujours par rapport à la noyade. Quand on cause noyade, ce n'est pas seulement la mer, il y a les autres points d'eau comme piscine, même les rivières, cascades et tout. Quand on va à une piscine surtout, il y a l'hôtel, il y a un lifeguard. Du monde qui trouve ça un lifeguard là, je besoin respecter ça un lifeguard là. Et deuxième, écoute consigne ça un lifeguard là. Non pas quand on trouve un lifeguard, ou bien nous on a un lifeguard là ou néglige aux responsabilités, ou réduit aux responsabilités. Un lifeguard n'est pas un babysitter. À chaque fois qu'on dit ça, au content pas content, un lifeguard n'est pas un babysitter. Deuxième, quand on va à l'endroit, comme la rivière cascade, tous les temps, on a une trousse de secours et qu'on a la côte de 5 6 mètres. Et qu'on est tout y aller. Pas penser qu'il y a un bon nageur, il y a un bon sauveteur, ou pas défier la nature. C'est ça qui est important. Alors, si on a un sauveteur, on peut pratiquer, mais retourne une licence, mon camarade. Vous besoin qu'on respecte lui-même. Un public, vous prend un renseignement avant de faire une activité. Vous pouvez aller dans une piscine, prendre un renseignement qui se profondeur, qu'il est capable de nager. Quand on peut aller dire la rivière, connaît qui côté on peut aller et qu'il est obligé de retourner. Il est très important, hein? Il est très important, ça va un petit détail là. Entre gestes de premier secours et techniques de réanimation, les passants s'arrêtent, observent, questionnent. Pour les organisateurs, l'objectif est clair, prévenir plutôt que secourir, car derrière chaque noyade, il y a souvent un moment d'inattention, un excès de confiance ou une méconnaissance des courants. C'est ce que nous préconisons pendant nos sensibilisations en fait. Ça veut dire vraiment regarder l'environnement, regarder où vient le courant, parler beaucoup aussi, communiquer avec les personnes qui habitent ici, qui restent ici, les pêcheurs, les choses comme ça. Pour par exemple s'il y a des zones plus profondes ou des courants qui ont tendance à tourner, etc. Donc ça c'est bien important, le facteur environnemental en fait. Des fois aussi la rivière qui arrive dans la mer, ça aussi ça crée des courants, des remous. Et donc tout ça on l'exploite et on le diffuse à travers la sensibilisation qu'on prône assez régulièrement. On a fait déjà des sensibilisations un peu pilotes à travers l'île et on a réussi à sensibiliser déjà à peu près entre 400 à 500 enfants et donc on espère continuer, c'était vraiment un projet pilote et là on est en train de mettre en place, je pense dans un futur très proche, une sensibilisation encore plus massive. Et on parle aussi d'éducation, quoi éduquer à la population par rapport à la noyade? En fait, c'est ça, cette sensibilisation dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, on essaie de prendre vraiment la population, les jeunes, juste pour que dès bonne heure, en fait, ils aient cet état d'esprit, ils aient cette façon de voir l'eau, pas comme juste un amusement, mais aussi comme un danger éventuel qu'il faut connaître, en fait, parce que on reste des humains, notre lieu de prédilection, nous, c'est sur la terre, et donc la mer, c'est pas notre lieu, notre environnement, en fait, qui est propice pour nous. Donc il faut toujours avoir ce petit recul et ce petit moment d'attention vraiment
quand on rentre dans l'eau ou quand on se trouve à bord de zones nautiques. Des conseils à faire passer pour le public? Alors, je crois que déjà, le président en a parlé tout à l'heure, c'est les enfants, il faut veiller. Ça, c'est bien important. Ne laissez pas votre enfant un moment sans surveillance, surtout quand il est dans une zone nautique. L'alcool, on évite l'abus d'alcool ou la consommation d'alcool avant de rentrer dans l'eau. Et puis après, avoir juste vraiment rester alerte, avoir une attention particulière, même pour les gens qui nous entourent, pas forcément notre famille, mais avoir une vision. Et pareil, avoir cet automatisme de regarder le facteur environnemental, les courants, etc., qui est bien important. Et bien évidemment aussi la météo, surtout pour les rivières. Parce que s'il y a des fortes pluies, bien sûr, le lit de la rivière va augmenter très rapidement. Et ça, c'est un gros risque aussi. Et une dernière question pour vous, quand on parle aussi toujours de noyade et en cas de danger, en cas de difficulté, qu'est-ce que les gens doivent faire en premier? Alors s'ils ne sont pas formés, bien sûr, il faut éviter qu'ils se mettent en danger pour aller tirer la personne dans l'eau, ça c'est certain, et tout de suite appeler les numéros d'urgence, les secours. L'hydrocution, c'est important, il faut faire attention, il ne faut pas manger et se jeter dans l'eau directement, surtout avec la différence de température dans l'air et dans la mer ou dans l'eau en général. Ça, et après, en fonction des courants, effectivement, il y a des genres de passes en fait, qui peuvent se créer. Et donc là, effectivement, il faut nager parallèle avec le rivage et éviter d'aller aussi trop loin. Et il faut aussi connaître ses limites au niveau de natation, parce que quand on pratique régulièrement, etc., on peut avoir des crampes ou des choses comme ça. Et c'est ça aussi qui peut nous mettre en danger. Donc il faut écouter son corps aussi, c'est important. Et à quelle fréquence sont les lifeguards présents sur nos plages? À quelle fréquence? Là justement on travaille sur un projet, on espère pouvoir mettre un peu plus de lifeguards, un peu plus surtout sur les plages qui sont très prisées et assez grandes, notamment comme ici à Montchoisy, peut-être Flic-en-Flac. Et encore on est en train de faire un genre de survey pour justement identifier les plages qui ont le plus de potentiel à risque pour pouvoir mettre un maximum de lifeguards dessus. Il y a un problème côté la place côté Tamarin. Je peux avoir une difficulté, beaucoup de jeunes, je peux avoir noyade. Mais là, nous avons décidé pour faire une sensibilisation dans l'école même. Je commençais dans l'école primaire, je suis un collège, mais nous faisons ça pendant plusieurs sessions là-bas. Mais après, nous trouvons une noyade là-bas, une Jimien. Mais c'est qui nous relancer ce projet-là, qui nous gagne une location dans l'école, à travers l'île, nous faisons région par région. C'est pas les nos, les sites, nous faisons une sensibilisation avec les jeunes, nous expliquons. Même pas qu'on lance, mais nous sommes capables de dire des moyens. Comment nous gagnons du monde? Il faut des informations parfois. Comment nous gagnons noyade? C'est parfois un du monde, ça des camarades. Il n'est pas capable, ça c'est camarade qui fait. Il n'est pas connu comment faire. Mais quand il y a une formation, c'est pas nous allons bon, nous donne la côte, c'est pas 4 mètres, 5 mètres. C'est pas il y a juste un objet flottant. Un premier soin, il a envoyé ça là, il a tiré du monde là, mais pas le besoin de rentrer de l'eau là. C'est ça mon premier soin qui nous donne à du monde là. Après, il y a une chose qui vient après. Il y a une formation côté nager, mais nous, dans l'école, nous pouvons expliquer le water safety avant. Qui est une précaution que nous devons faire. Parfois, nous avons des enfants même, venir en tant qu'instructeur de natation de côté piscine. Nous avons des enfants venir, se peut manger chewing gum. Bien ça fait pas bon, il grave ça parce que quand les enfants mangent chewing gum, même là, il peut manger chewing gum. Il n'y a pas de problème, mais quand il peut nager, il rate, il y a l'enval ça. Là, il est difficile pour lui parce que quand il dort de l'eau, parfois, il aime de gagner un canne noyade. Mais c'est une bonne prévention que nous pouvons expliquer aux autres qui ont droit à faire, qui n'ont pas droit à faire. Ce n'est pas fait que finir manger, rentrer de l'eau, soit vous finissez assez grand matin, bien nager, après vous venez aussi, vous gagnez faire, vous mangez, après vous rentrez de l'eau, là, vous gagnez pas de crampe. Mais ça, là, quand tout le monde gagne crampe, il panique. Quand il panique, là, il envale de l'eau. Mais ça, c'est une prévention qui nous besoin de redresser ça, nous refaire une formation avec les jeunes. Face à la mer, personne n'est invincible. Et si un simple gilet de sauvetage ou un regard attentif peut sauver une vie, alors la prévention n'est pas un luxe, mais une urgence. En vrai, ouais, je pense qu'ils ont un peu de couleur, ils ont peut-être un peu plus de rouge, puisque le noir, ça fait partie du Saint-Esprit, je pense. Donc, toi, tu veux une forme un peu plus... Pendant 9 mois, ces collégiens ont conçu la voiture miniature en impression 3D. Imaginez leur stand, créer leur uniforme et travailler sur la maîtrise des principes scientifiques propres à la Formule 1. Oui, notre design est inspiré des voitures de Formule 1 modernes qui utilisent l'aérodynamique au sol pour générer de l'appui,
Alors, comme c'est une ligne droite, nous devons réduire notre traînée. On se rencontre sur Google Meet prioritairement. Et bon, il y a des fois on passe des nuits blanches. On travaille sur la voiture, les réseaux sociaux et aussi nos portfolios. Motivés, ils se sont embarqués pour la toute première édition de la compétition STEM Racing F1. L'évaluation s'est déroulée en 2 temps. Une phase technique et orale, avec l'analyse du portfolio, l'évaluation du stand et de la voiture. Ça va directement sur Instagram, sur notre site. Puis, le point d'orgue, la course officielle en présence d'invités internationaux dédiés à la performance et à la vitesse sur piste. L'UNC pousse l'utilisation de AI dans la préparation des urban design et en même temps, nous donnons accès à pas mal de ressources pour le design de l'auto, le design de portfolio et le design de bouffe, etc. En remportant cette première édition de STEM Racing, les garçons du Saint-Esprit montrent la voie à leur père et démontrent que la filière scientifique ouvre bien des avenues. Le learning process par lequel je viens de passer, déjà, je viens bien gérer ce projet-là comme un entrepreneur. Alors, je viens bien le rôle de bonnes ressources, le rôle de bonnes sponsors, comprendre même le produit, comment il est bien été, avec une spécification détaillée technique. Cap désormais sur Singapour, où les jeunes ingénieurs mauriciens tenteront de décrocher un nouveau podium sur la scène internationale. Khadija est la responsable de cet atelier de fabrication de souvenirs artisanaux situé à Bois-Pignolet-Terre-Rouge. Comme ça. Okay. Elle forme les femmes au foyer. Au fait, madame Vini, je termine ce travail ici, je checker, je écrire la quantité que je fais, que je peux faire. Après ça, là, je viens, je prends les autres matériaux pour continuer à faire à la maison. Sanjana, nouvelle venue dans l'atelier, a choisi cette voie pour soutenir sa famille. Au départ, c'était difficile, mais tout le monde, avec une savate comme ça, pour passer une pâte, je dis non, je ne suis pas capable. J'ai essayé, je fais premier, je fais deuxième pas bon, troisième pas bon. La quatrième commence bien bon, je gagne 20 premières pièces pour faire à la maison. Et dans 2 jours, je retourne 20 pièces. Là, je gagne 100 pièces pour faire à la maison. Donc, j'ai un bébé de 3 ans qui me fait rentrer l'école. Là, j'ai un job qui m'a pour joindre une autre full-time. Depuis 2009, ce lieu est au cœur d'un projet porté par l'ONG Environmental Protection and Conservation Organization. Intitulé Made in Heaven, ce projet a des objectifs clairs. Le projet-là, c'est un projet qui a commencé as a Poverty Alleviation Project. Il vient maintenant à un fully fledged project que l'IPCAF sustain plusieurs madames dans différentes sociétés, surtout les marginalized women. Ça veut dire qu'on peut créer l'emploi pour eux. Ils viennent, ils apprennent à faire un produit souvenir. Et une fois qu'ils finissent le training, là, ils sont capables de retourner à la case, de faire lui aussi depuis la case. Et là, ils donnent nous un produit là et nous plaçons ça dans différents outlets autour de l'île. Comment ils font, ils peuvent payer directement. Made in Heaven vise aussi à créer des emplois durables. Deuxième aspect, c'est un peu le recyclage de solid waste management. Par exemple, nous servons beaucoup de bois qui est discarded. Nous ramassons ça depuis une place, depuis un chantier, un plywood, etc. Et nous recyclons les lignes, nous faisons une base pour nous une magnet et aussi nous avons la toile et nous avons des affaires qui nous répondent. Donc, nous donnons l'emphase aussi, triple R concept, reduce, reuse and recycle. Ici, chaque souvenir n'est pas seulement un objet, mais un symbole d'espoir pour un avenir plus vert et équitable. Là, je vais préparer un palette pour faire un montage de magnet au-dessus. Je vais gagner un revenu là-dedans qui est capable d'aider ma famille. On apprend à faire, oui. Un peu de tout. Parfois, nous travaillons la scène, un travail qui prend beaucoup de temps. Nous faisons les parties par partie. Puisqu'il va tout seul à la maison, moi j'aime prendre comme un passe-temps, puisque j'ai un camarade ici nous causer. Je fais comme part-time seulement. Au fil des années, ce projet a permis à beaucoup de femmes de devenir financièrement indépendantes. Made in Heaven est financé à travers le programme de coopération décentralisée de l'Union européenne. À l'entrée du village se trouve le Rabindranath Tagore Institute, imposant et connu de tous, mais aussi un magasin de vêtements qui vient d'ouvrir ses portes il y a tout juste 3 semaines. Nous rencontrons Anita, âgée d'une 60aine d'années et habitante de la région où elle a vécu
toute sa vie. Mon nez la même, mon moyen la même, bien longtemps. Maintenant, tu peux travailler dans un bureau, dans un magasin, et après, tout dans le Cannes. Les îlots, beaucoup de changements maintenant. Dans le Cannes, tout ça, la peine à la case, partout, partout de l'autre côté. On doit aller encore dans le développement. Se situant entre Koirati et Dépinay dans le nord du pays, le village d'Ilo, ou Ilote pour les natifs, semble être à mi-chemin entre un passé agricole figé comme les champs de canne ou les ananas et un développement résidentiel accéléré. Mais pourquoi ce nom Ilo? Je m'entendais avec mon grand-parent et il a la rivière du tantôt de l'endroit, c'est pour ça qu'il appelle ça Ilo. Nous continuons notre route en quête de la rivière. En chemin, on aperçoit quelques oiseaux en train de profiter du beau temps, une scène qui reflète la tranquillité de cette région rurale. L'époque avant passait comme ça. Avant, c'est une petite village là-bas, ici, là-bas. C'était une grande réfine partout. C'était partout béton, c'était trop tranquille ici. Pas aucune discussion avec quelqu'un. Tout nous reste bien ici. Nous passons devant l'avant d'un camion étonnamment perché sur le toit d'une maison avant d'atteindre le pont Ilo et la rivière qui passe en dessous. Un endroit paisible et spirituel accentué par la présence du temple. Avec sa population qui va en augmentant, Ilo se révèle être un petit village simple mais qui se rêve en grand. Éric Laviolette délaisse ses fleurs pour un tout autre bonheur, ses peintures. Philosène, le fil conducteur de son exposition, est une invitation à contempler la mer et sa beauté fragile. Sur chaque toile, la mer respire encore, comme un rappel doux et tenace que protéger sa beauté, c'est recoudre un peu le monde. Mais vous ne pouvez pas si le public peut remarquer, vous êtes capable de la mer, oui, mais seulement de jour en jour, peut-être mois en mois, l'année en année, vous pouvez trouver qui nous la place peut manger à cause de l'érosion, mais aller dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, mais je ne peux pas dans la place. Dans chaque tableau, le spectateur découvrira du fil, des couleurs et même des aiguilles, comme si l'artiste offrait à chacun la liberté d'interpréter l'œuvre à sa manière, d'assembler ses propres images. Je me servis des aiguilles, je me servis du fil, je retrouve ma vieille fourniture qui me tient là, fermeture éclair, me tient ma canette, ma LED, ma vieille du fil. Et voilà, depuis ça, je continue à servir ça dans tout moment de tableau, ma réalisation. Éric Laviolette est avant tout une âme sensible, profondément engagée pour la cause environnementale. Son exposition est un peu la nôtre, sauf que c'est lui qui tient le fil et les aiguilles. À découvrir à la Pointe Tamarin.